Dear. That people. Dear. That people. Bonjour à tous et à toutes, chers auditoris, c'est Damien qui vous parle pour ce nouvel épisode hors série de Dear Valley People. J'espère que tout le monde va bien. Pour ce nouveau hors-série, on a voulu surfer sur la vague du 8 mars et de la Journée internationale des droits des femmes. On a voulu aborder le sujet de la féminité et du handicap. Et justement, il va falloir faire la distinction avec le féminisme et le handicap. On va en parler un peu plus avec mon invité du jour. Pour moi, je trouvais ça important de faire cette distinction et de remettre en avant ce sujet, de dire qu'on peut mettre féminité et handicap côte à côte, ce que je ne vois pas personnellement. Et on va en discuter un peu plus en avant avec mon invité, c'est Sarah Vargas. Bonjour. Salut Damien. Ça va? Ça va. On va... spoiler pour les auditoristes, on se connaît. Oui. Oui, on se connaît et ça m'a fait toujours autant rire que tu m'appelles toujours Sarah Vargas alors qu'on se côtoie quand même souvent et qu'à chaque fois tu m'appelles avec mon prénom et mon nom. Mais oui, parce que je pense que nos familles sont un peu trop peu visitées aujourd'hui et qu'il y a des noms de famille, je pense, qui méritent d'être mis en avant, comme Vargas, Sarah Vargas. C'est vrai que ça sonne bien. T'es pas la première personne à me le dire. Mais Damien Farjou, c'est pas mal aussi. Ah ben, surtout quand les gens pensent que c'est américain qui disent Sparja out. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditrices? Oui, alors moi je m'appelle Sarah et je connais DVP depuis 1 an et en fait ça fait depuis 2 ans maintenant que j'habite sur Montpellier et je pense que c'est la première association dans laquelle je m'investis vraiment. Avant j'étais en Bretagne, j'étais à Brest et je suis venue pour faire une formation de coordination de projets et de territoire, de public. C'est un peu vaste la Coordo, en tout cas dans l'associatif. Et j'avais besoin de m'investir dans une asso et il se trouve qu'en plus ça a tombé plus ou moins au moment où moi j'ai eu des diagnostics de troubles psy qui étaient latents depuis plusieurs années. Donc voilà, donc maintenant c'est toujours un peu difficile de se présenter sur un moment M, mais en tout cas en ce moment, je m'investis pas mal dans Dear Valley People, c'est notamment comme ça qu'on se connaît, puisque j'anime des cercles de parole pour l'asso. Et voilà. Et il se trouve que avant d'être familière avec la thématique du handicap, j'étais un peu familière avec la thématique du militantisme, parce que avant d'arriver dans la région, j'étais déjà investie dans pas mal d'autres assos. Donc voilà. Merci. Est-ce que tu peux nous dire comment fait écho en toi cette thématique féminité et handicap? Est-ce que justement quand on a préparé ce hors-série aussi, il y a eu cet amalgame qu'on a pu tous et toutes avoir entre féminisme et féminité? Et justement, je voulais discuter avec toi, déjà, pour toi, c'est quoi féminité, c'est quoi féminisme, un peu remettre des définitions sur les termes et comment tu les entends. Alors pour moi, le féminisme, c'est un sujet avec lequel j'ai l'impression d'être de plus en plus familière. En tout cas, je me reconnais vraiment beaucoup dedans et je me revendique féministe.
Et enfin, selon moi, en fait, le féminisme, c'est une lutte qui tend à mettre en avant et à essayer de faire gagner des droits, à essayer de rassembler en fait de nombreuses causes qui voudraient l'égalité pour les femmes, mais aussi pour les minorités de genre, puisque il y a pas, enfin pour moi vraiment le féminisme il se veut vraiment intersectionnel, donc il inclut les minorités de genre, il inclut aussi les minorités ethniques, les minorités comme sont aussi les personnes handies qui sont moins visibles. Donc le féminisme c'est une grosse famille de luttes et je trouve que c'est aussi hyper important de le repréciser maintenant parce que comme depuis ces 2 derniers mois, il y a eu pas mal de médiatisation autour de collectifs qui se revendiquent féministes et d'extrême droite. Je trouve que c'est hyper important de bien repréciser ça. Pour moi, le féminisme, c'est vraiment une lutte qui embarque toutes les personnes qui sont concernées ou qui ne fonctionnent pas. Voilà. Et la féminité, pour le coup, c'est un sujet dans lequel je me reconnais beaucoup moins. Maintenant, ça va mieux, je pense. Mais pendant assez longtemps, je pense que j'étais assez fâchée avec ça parce que je trouve que les codes genrés de la féminité sont pas forcément des codes dans lesquels je me reconnaissais. Et je pense que c'était quelque chose que je voyais de façon assez étroite. Moi, j'ai grandi dans un espace où, en plus, dans ma famille, il y a que des femmes très fortes. Et donc qui portent vraiment ces codes de la féminité, que ce soit vestimentairement parlant, que ce soit dans le maquillage, que ce soit dans les bijoux, que ce soit dans voilà plein de comportements qu'une femme devrait ou ne devrait pas avoir, si ce n'est que il y a pas il y a peu d'hommes en fait dans ma famille, donc il y a quand même un peu moins ce truc qu'on peut retrouver dans d'autres espaces de la société où les femmes auraient du mal à faire valoir leurs paroles, parce que chez moi, il n'y a pas d'hommes. Et je me suis perdue dans le fil de ce que je disais. Tu parlais donc qu'il y avait des femmes très fortes, qu'il y avait peu d'hommes dans ta famille. Et donc, pour le coup, tu parles de femmes très fortes suivant les codes de la féminité, en fait. Ouais. Et même, enfin, suivant les codes du patriarcat en général, quoi. Et moi, je me reconnaissais pas trop là-dedans. Je sais que, notamment, enfin, c'est une des professions de ma famille, c'est la bijouterie, et donc il y a un truc, c'est une profession où quand tu vas faire de la vente, notamment, il y a quelque chose il y a un code vestimentaire qui est assez strict. C'est peut-être pas forcément le bon mot, mais en tout cas, il y a un code bien genré. Et moi, j'avais de plus en plus de mal, en fait, à y aller parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je me force à correspondre à un rôle, parce que c'est vraiment, oui, c'est pour moi la féminité, c'est quelque chose qui se joue et qui s'incarne, et je me reconnaissais pas trop dedans. Et puis, je pense que le féminisme m'a aidé à me reconnecter un peu à ça, parce que dans les luttes, j'ai rencontré plein de femmes différentes. Et j'ai rencontré plein de personnes qui jouent aussi des codes de la féminité et qui se reconnaissent pas forcément comme femmes. Et en fait, je me suis rendu compte que justement, ce que moi j'imaginais être des cases obligatoires à cocher pour pouvoir se revendiquer comme une bonne femme ou comme la femme qui a sa place dans les espaces pour pouvoir... Oui, comme si en fait il y avait besoin de bien savoir performer le rôle de la féminité pour pouvoir ensuite s'en émanciper et exister autrement que en étant cette femme qui était la première étiquette que je me suis sentie attribuer. Et donc ouais, aujourd'hui en ayant rencontré plein de profils de femmes différentes et de personnes qui m'ont montré ce que c'était autrement que de jouer avec ces rôles-là, ces codes-là, vestimentaires, d'activités aussi genrées. Ça m'a vraiment aidé à me dire, en fait, aujourd'hui, je me sens féminine. Pas toujours, ça dépend. En tout cas, je me sens plus tranquille avec ça. Pour nos auditeurs, je tiens à préciser que Sarah a fait une grimace en même temps qu'elle a dit ça.
Non, mais c'est vrai, ça dépend. Je pense il y a des jours où... Mais en plus, je crois que c'est ça, moi, qui maintenant fait que je suis plus tranquille avec ça. En fait, j'ai du mal avec ce mot de féminine parce que j'ai l'impression que, enfin, dans ma conception des choses, c'est encore quelque chose d'assez enfermant, en fait. Et que moi, je crois que plus ça va... Et puis, je pense qu'aussi, plus j'ai été dans des milieux queer, plus je me rends compte que en fait j'aime jouer aussi moi avec la fluidité des codes genrés. Il y a des jours où je peux être vraiment extrêmement féminine et rentrer dans les codes hyper maquillée. J'adore porter des talons et j'adore marcher avec. J'aime porter des grandes robes. J'ai grandi dans une famille où on a plein de bijoux, donc voilà, je sais en porter, etc. Et à la fois, parfois, je me rends compte que j'ai des traits qui sont beaucoup plus dits masculins, qu'il y a des activités que j'aime qui sont beaucoup plus masculines, que je peux avoir dans ma façon de parler, dans mes comportements, des choses qui rentrent pas du tout dans les codes de la féminité. Et en fait, plus ça va, plus je me sens émancipée de ça. Et en fait, je me rends compte que je suis à l'aise avec cette fluidité-là. J'aime pas trop le mot... je suis à l'aise avec le fait de reconnaître que je suis à l'aise avec mon genre. Je suis pas à l'aise avec le mot féminité encore parce que je crois que je me sens un peu enfermée dedans. Je pense qu'il y a plusieurs féminités, en fait, c'est ça, surtout. C'est que maintenant, je suis à l'aise avec le fait de reconnaître qu'il y a plein de rôles, plein de codes qui correspondent à ce mot-là. Et je trouve ça chouette de savoir que maintenant, il y a de plus en plus de représentations qui sont différentes et que c'est moins enfermant, en fait. Et voilà. Il faut aller les chercher, ces représentations. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de assez gênant dans les termes féminines ou masculines. C'est que j'ai l'impression que ça offre quelque chose de très figé, où en fait c'est à l'instant T et qu'un jour tu peux être très féminine et le lendemain beaucoup moins et que c'est changeant. Et ça, on l'entend pas, qu'on peut être changeant, pas avoir des comportements différents jour après jour. Et je pense qu'aussi c'est des étiquettes qu'on nous met, c'est pas nous qui choisissons en fait souvent. C'est ça, je pense aussi, qui peut être frustrant. Oui, c'est clair. C'est drôle parce que moi, je pense que ce truc-là de changeant, en fait, mais c'est peut-être pour ça aussi que pour moi, ça a été beaucoup plus... Enfin, je sais pas, ça a été long de trouver ça. C'est que je pense que ça correspond aussi avec mes troubles de l'humeur. C'est que je suis quelqu'un qui peut changer beaucoup, en fait, assez rapidement dans des périodes relativement courtes. Et aussi, j'ai eu des changements drastiques dans mon allure. Enfin, je veux dire, je me suis rasé la tête 2 fois. Et j'ai bien vu les premières fois en fait que les gens comprenaient pas et qu'il y avait forcément, on me ramenait à des cases quoi. Et surtout la première fois que je me suis rasé la tête, je fréquentais pas trop encore les milieux queer. Je connaissais peu de personnes qui s'y identifiaient et c'était pas la même période de ma vie, j'étais plus jeune aussi, et à ce moment-là j'ai bien vu que ça avait pas du tout été accueilli de la même manière que quand je me suis rasé la tête à nouveau 3 ans après, où tout le monde m'a trouvé hyper badass et que c'était beau, etc. La première fois, il y a des gens qui ont cru que j'étais malade, il y a des gens qui ont cru que c'était un coming out lesbien, enfin tu vois, forcément les codes étaient pas du tout les mêmes. Je trouve ça, ouais, ça me fait rire de revoir ça avec le temps et de voir aussi que moi, mon acceptation de ça, elle a été très longue, quoi. La représentation dont tu parles, je trouve que c'est clair que c'est hyper important. Moi, ça faisait des années que j'avais envie de faire ça et que je m'autorisais pas à le faire. Et il a fallu que je vois des copaines de ma petite sœur qui étaient plus jeunes que moi, pour qui, pour le coup, je pense qu'il y avait plus de représentation de ces images-là, on peut se raser le crâne et ça n'est pas... Enfin, en fait, juste, j'ai envie de faire ça, donc je peux le faire et ça n'aura pas non plus des conséquences énormes. Et moi, il m'a fallu voir d'autres gens le faire qui n'étaient pas des personnes que j'assimilais comme des hommes pour me dire, ok, je peux le faire aussi et je peux écouter cette envie-là et voilà. Mais voilà, enfin, ouais, c'est clair, les cheveux, notamment, c'est un truc qui est hyper genré. Ça renferme tout un tas de mythes autour de la féminité et je vois aussi que c'est quelque chose qui reste depuis, ça fait quelques années maintenant que j'ai des couleurs un peu dans les cheveux et je vois que les gens y attribuent une importance
énorme, quoi. Surtout quand je sors des milieux queer, quand je revois des personnes que j'ai pas vues depuis longtemps, j'ai toujours des curiosités autour de ça. Et ils vont être de quelle couleur tes cheveux maintenant, et quelle partie de ta tête va être un peu rasée, etc. Mais parce que je vois qu'en fait, dans les milieux où on n'a pas l'habitude de voir ces changements-là, c'est forcément très codifié, c'est très attribué à tel ou tel, je sais pas, comportement. Parfois, ça peut être aussi attribué à des mal-être, etc. De toute façon, enfin, moi, je chante plusieurs choses. Ça, c'est en effet les cheveux, autant dans le masculin que dans le féminin, c'est hyper codifié. C'est-à-dire, en tant qu'homme, tu n'as pas le droit d'avoir les cheveux longs, et en tant que femme, tu n'as pas le droit d'avoir les cheveux courts. C'est clair. Et puis, je pense que les couleurs, ça a aussi un rôle de casser des codes. Ça a aussi un rôle on va sortir de la norme, et donc pour les gens ça fait peur, parce que pour la plupart des gens sortir de la norme c'est pas souhaitable, c'est pas enviable, donc on commence à s'inquiéter un petit peu à ce qu'on disait à la conférence hier soir sur la question de aller vivre à la campagne ou de travailler, et donc ça sort des codes et donc les gens s'inquiètent. Et c'est rigolo quand je t'entendais parler des cheveux courts quand tu t'es rasé le crâne, que la première fois, ils avaient peur que tu sois malade, et que la deuxième fois, ils étaient « Oh, mais t'es badass !» Je fais un parallèle direct avec le misérabilisme, l'inspiration born. Oui, c'est clair. Ouais, mais je pense que c'est, tu vois, en fait, il y a aussi un truc de, encore une fois, ça dépend de avec quelle intention tu vas assumer ces codes-là. Je pense que la première fois que je me suis rasé la tête aussi, j'étais hyper... j'avais pas du tout la même estime de moi que maintenant. J'avais pas du tout... je pense que ça, pour le coup, à ce moment-là, ça représentait aussi une envie de sortir de la norme, mais surtout une envie de rompre avec un état dans lequel j'étais. Donc, quelque part, il y avait une petite... je pense que ça devait peut-être correspondre à certains a priori que les personnes devaient avoir. Et quand je me suis rasé la tête la deuxième fois et qu'on me disait que j'étais badass, etc., c'est qu'en fait, je pense que j'étais vachement plus aussi... j'assumais ça vraiment, quoi. Et je pense que je devais pas du tout renvoyer la même image. Et j'étais fière et j'avais pas du tout envie de me cacher. Alors que la première fois, je pense que j'ai porté des bonnets pendant 6 mois. Même si j'étais hyper fière de m'être écoutée et d'avoir suivi ce truc-là, etc., c'était pas... je l'ai pas vécu du tout de la même façon. Et je pense que c'est la même chose aussi avec certains handicaps, et notamment, tu vois, quand tu parles de l'inspiration porn, je pense qu'on va pas du tout dire les mêmes discours à une personne handi qui va militer, qui se revendique handi, qu'une personne qui, comme on peut encore l'entendre souvent, non, moi je suis pas handi, moi j'ai pas envie de me reconnaître là-dedans, j'ai pas envie qu'on fasse de différence entre moi et les personnes valides. Voilà, donc je pense que on n'intériorise pas en fait les discours de la même façon, et du coup on les renvoie pas de la même façon, et parfois il faut du temps en fait pour que ça chemine. Oui, et c'est rigolo parce que ça fait un peu écho à ce qu'on discutait hors podcast par rapport au changement, que ça a des discours qui nous fait changer ou pas. Et en effet, les personnes qui ne veulent pas entendre, qui sont dit, moi j'ai l'impression qu'ils viennent cristalliser quelque chose, qu'il faut pas que ça change, quoi. Alors que c'est un fait qu'ils ont changé. Et ça peut créer aussi des dissonances entre ce qu'ils disent et ce qu'ils sont, qu'on voit aussi. Moi, c'est vrai que ça fait écho, je sais pas si... Je crois que je veux bien que tu précises, c'est-à-dire les dissonances entre ce qu'ils disent et ce qu'ils sont. Quand il y a des gens qui disent « je suis pas handicapé, je veux pas être vu comme handicapé alors qu'ils sont en fauteuil roulant », c'est un peu compliqué de dire qu'ils sont pas handicapés. Et je pense que c'est parce qu'il y a aussi une mauvaise utilisation du mot aujourd'hui, où handicapé serait un mot négatif, qu'il ne faudrait pas poser des gens, comment dire des gens qui sont handicapés, c'est un mot tabou, et tout est fait aussi pour le maintenir dans ce sens-là. Je trouve que
handicapé, c'est un mot qu'on peut revendiquer, je pense, se réapproprier au stigmate, comme tu as pu te réapproprier des codes du genre féminin et jouer avec et faire des choses qui apparemment sortiraient de la norme. Et pour moi, il y a même une distinction avec le terme handi, parce que pour moi, handi, c'est vraiment un nouveau mot qu'on met en place et qui, là, c'est vraiment sortir de ce sens négatif qui a été prévu au prime abord. Et dans handi, pour moi, il y a aussi cette essence du militantisme dans le mot handi. Qu'une personne handicapée n'est pas forcément handi. C'est marrant. C'est quoi la différence, toi, du coup, que tu fais comme entre handicapé et handi? C'est que pour moi, handicapé, tu peux te reconnaître handicapé, mais tu peux ne pas militer pour le handicapé, donc ne pas être handi. Pour moi, il y a cette distinction-là. Il y a cette distinction-là, et parce que aussi, entre handicapé et handi, il y a aussi tout l'amalgame avec les diagnostics, la déficience, les pathologies, et c'est des complexités, en fait, qui, pour moi, dans handicapé, ne prennent pas en compte, là où dans handi, ça prend ça prend en compte plusieurs dimensions, Oui. pour moi. Et je pense que, justement, c'est peut-être le moment, tu en as commencé un petit peu à en parler tout à l'heure, tu parlais de troubles de l'humeur qui fait que tu es assez changeante. Tu parlais en introduction de ton diagnostic de maladie psy. Est-ce que, justement, tu peux nous en parler un peu plus? Ouais. Alors, du coup, aujourd'hui, j'ai 3 diags de troubles psychiques. Enfin, il y a le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement, mais moi, je le corrèle vraiment beaucoup aux autres parce que même si je pense que c'est pas celui qui m'handicape le plus dans le quotidien, quand les symptômes de mes autres troubles sont très forts, mon TDAH, il est vraiment carabiné et ça peut être compliqué. Et donc, du coup, c'est le premier qui est arrivé dans ma vie et c'est pas le premier que j'ai identifié, mais en tout cas, c'est le premier diag que j'ai eu il y a 2 ans maintenant. Et j'ai aussi un trouble de la personnalité borderline et un trouble bipolaire qui m'ont tous les deux été diagnostiqués en l'espace d'1 an, depuis l'année dernière. Et donc, globalement, c'est donc le trouble bipolaire, c'est un trouble de l'humeur avec moi j'ai des alternances de phases dépressives où je vais avoir vraiment un moral pourri, je vais pas sortir de chez moi, je vais beaucoup dormir et je vais être relativement apathique, et des phases maniaques ou hypomaniaques où je ne vais pas dormir pendant une période donnée, où je vais être super excitée, où je vais être très très joyeuse, assez proche d'un enthousiasme très fort, quoi. Et donc ça, c'est les trucs qui sont, je dirais, les moins contraignants. Et surtout, les trucs les plus compliqués, c'est que je parle extrêmement vite, j'ai beaucoup de mal à interagir avec les gens puisque je n'écoute rien. Et puis, je suis impulsive, je perds un peu la rationalité. Dans les phases les plus graves, je peux avoir complètement des hallucinations. Voilà, c'est un peu, ça dépend des moments. Et parfois, je fais des phases mixtes qui mélangent un peu les symptômes des deux. Voilà. Et à ça s'ajoute du coup le trouble borderline, qui est plutôt un trouble émotionnel. Et en fait, c'est moi ce qui m'embête le plus dans ce trouble-là, c'est que j'ai des grandes difficultés en fait dans mes relations avec les autres. Surtout, bon, ça c'est majoritairement le cas dans mes relations amoureuses, mais pas que, et dans les interprétations que je pourrais avoir des conversations que je peux entendre, et puis une image de moi qui est assez fluctuante en fait en fonction des moments. Il peut y avoir des moments où je vais être extrêmement confiante et je vais avoir une lecture d'une situation qui me concerne, qui est très très positive, et le lendemain je vais regarder la même situation avec un regard hyper péjoratif, alors que ça n'a pas changé. C'est vraiment juste le prisme de l'estime qui joue vachement, où je vais pas regarder les choses de la même façon. Donc voilà, et donc tout ça combiné fait que
dans ma vie, il peut y avoir des moments où les situations, elles sont extrêmement changeantes. Je peux décider de partir quelque part sur un coup de tête. Je peux avoir des interactions avec les gens aussi qui sont très différentes selon les moments. Où maintenant, je pense que ça se calme et ça va de mieux en mieux parce que la psychoéducation, ça aide beaucoup. Mais je sais que par le passé, ça m'est arrivé aussi de pouvoir parfois, je sais pas, me mettre en danger dans les interactions que je pouvais avoir parce que j'allais chercher telle ou telle chose, etc. Ça veut peut-être un peu rien dire parfois. Peut-être il faudrait plutôt que je parle de comportement à risque. En fait, c'est quelque chose qui est assez lié aux troubles borderline et aux troubles bipolaires où en fait il y a des moments où je ressens un vide qui est tel que je vais essayer de combler par plein de comportements différents. Et je pense que le lien que j'en fais avec... Pourquoi tu ris? Je fais des questions, les réponses, parce que c'était la question que Ah. j'allais te poser, c'était le lien que tu mettais entre ton diagnostic et ta féminité, et comment aussi le handicap t'a peut-être amené à une autre compréhension de ta féminité, parce que comme on a pu entendre tout à l'heure, il y a comme des liens sur l'aspect changeant, sur le fait aussi que ça t'oblige, entre guillemets, à te réapproprier ce changement, puisque de toute façon, à travers le handicap, tu changes tous les jours. Donc, je me dis, ça crée des liens avec. C'est clair. Écoute, on verra si tu me réinvites au podcast dans 10 ans, peut-être que j'aurai pas du tout la même réponse que maintenant, mais C'est même sûr. En fait, ce qui est un peu particulier, c'est que même si ça fait presque 10 ans que je lutte contre les troubles psychiques que j'ai, en fait, ces troubles-là, ils sont apparus à peu près sur la fin de mon lycée. Mais ça m'a pas en fait, ça a commencé à être quelque chose que j'ai vraiment investigué quand je suis rentrée dans les études supérieures parce que avant ça m'empêchait pas d'avancer dans ma scolarité, quoi. J'avais plein d'autres problèmes à côté, mais c'était pas embêtant. Et du coup, ça fait 10 ans, en fait, que je cherche ces trucs-là, mais ça fait seulement 1 an qu'il y a des mots qui sont posés sur ce que je vis, et donc que je rentre dans un processus actif d'essayer d'identifier comment je fonctionne, d'essayer de voir à quel endroit des comportements que je peux avoir relèvent plutôt de ma personnalité, et à quel endroit ça relève plutôt des traits pathologiques. Je pense que, moi, pour le coup, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal et qui reste complexe. Notamment, je sais que ça a une incidence dans mes activités pro. Là, une des grosses questions qui s'est posée depuis mon diagnostic, c'était est-ce que je vais être capable de continuer d'aller vers l'animation et les choses que je faisais avant. Donc, je pense que dans le cadre de l'impulsivité et d'identifier tout ça, pour l'instant, c'est pas encore très clair. Après, si je me souviens bien, ta question, elle était en 2 temps. Il y avait une partie plutôt féminité et une partie plutôt... Est-ce que tu peux reposer ta question? Je peux essayer de reposer ma question. Est-ce que toi, tu vois des liens entre ton handicap et ta féminité? Et est-ce que pour toi, ton handicap t'a amené à te réapproprier ta féminité? Je pense que les positionnements que j'ai aujourd'hui sur ces questions-là, ils ont beaucoup changé. Et notamment parce que, en fait, pendant assez longtemps, les moments pré-diagnostiques, c'est très long. Et ça amène vachement de questionnements et de recherches, etc. Et moi, je pense que pendant ces longues années
de galères aussi bien dans mes relations avec les autres que dans mes relations avec moi-même, de pas être capable de comprendre pourquoi est-ce que j'arrivais pas à persister dans telles ou telles études parce que j'étais interrompue à chaque fois par des phases dépressives ou par des moments qui étaient compliqués. Ça m'a amené, en fait, je pense que ça nourrit ces phases-là impulsives que j'avais. Enfin, les deux se sont auto-alimentés. Et ça m'a amené en fait à chercher d'autres choses. Et donc ça m'a amené à expérimenter aussi d'autres espaces de ma féminité. Et je pense que c'est ce qui m'a poussée d'ailleurs à rencontrer les espaces féministes, parce que c'est ce que je disais au début, c'est que moi le féminisme que je connais, il est intersectionnel. Donc j'ai fréquenté notamment des espaces de collectifs de collage où il y avait plein de personnes différentes. C'est là que j'ai rencontré notamment aussi les milieux queer et que ça m'a confrontée en fait à des féminités différentes. Et ça m'a permis aussi de rencontrer des personnes qui étaient dans une forme de neuroatypie aussi, et donc des personnes féminines ou pas, et de voir en fait qu'il y avait plusieurs façons de vivre sa féminité et son rapport à soi. Puis je pense, moi, dans mes cheminements perso aussi, j'avais envie j'étais tellement confrontée au fait que j'étais bloquée dans certains avancements de ma vie que j'avais envie d'aller chercher de la réussite de d'autres façons. Donc je pense notamment au fait que moi, quand j'étais à Brest, j'ai passé mon permis moto, et ça a été une période de ma vie où c'était jouissif, quoi. J'avais les cheveux super courts et je faisais de la moto tout le temps, et j'avais vraiment un look de bikeuse. Je mettais des très grosses vestes, je portais des docks, et je voyais bien que le rapport que j'avais aux autres et à mon image n'était pas la même. Et je pense que si j'avais pas eu un tel besoin à ce moment-là de remettre du lien entre mon estime de moi et cette quête un peu floue de mon identité, je serais peut-être pas allée là-dedans. Et en plus, j'y suis allée de façon un peu tête baissée, parce que c'était une période où j'étais hyper impulsive. Donc ouais, je pense que cette quête cette période d'errance thérapeutique, elle m'a permis d'expérimenter plein de féminités différentes chez moi. Et puis... Excuse-moi de te couper. Ta manière d'en parler, c'est rigolo. Je sais pas quel âge tu avais à ce moment-là, mais on a l'impression que tu parles d'une époque où c'était un peu l'adolescence. Où t'étais un peu une adolescente par rapport au diagnostic. Je dis ça parce que moi, je l'ai reconnu aussi. J'ai connu un moment où j'avais l'impression d'être adolescent, d'être à nouveau enfant par rapport au diagnostic. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ce parallèle-là, ou qu'est-ce que tu as envie d'en dire? Ouais, c'est vrai qu'il y avait un peu de ça. Alors, c'était pré-diagnostic, je savais pas encore, c'était il y a 2 ou 3 ans. Mais c'était une période de ma vie où, en fait, je pense que à ce moment-là, j'avais pas de diagnostic, même si c'était 1 an après ma première hospitalisation. Donc, j'avais intégré qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et j'avais accepté ça. Enfin, il y a plein de processus qui peuvent emmener à aller en hôpital psychiatrique, mais en tout cas, moi, c'était volontaire, et j'étais dans une année un peu de transition où je m'étais dit, bon, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, je prends le problème à bras le corps, j'essaye d'investiguer tout ça. Et c'est clair qu'il y avait un peu, oui, il y avait un truc un peu adolescent, dans le sens où je cherchais d'autres choses, et j'ai expérimenté d'autres choses, et c'est aussi la période de ma vie où j'ai commencé à faire du travail du sexe quand j'étais à Brest, et en fait ça correspondait avec le fait que je pouvais pas travailler, je pouvais plus travailler comme je travaillais avant, parce que justement j'avais des problèmes de santé qui me permettaient pas de travailler sur du long terme. Et ça a été aussi une période où j'ai vachement c'était marrant, parce que à la fois il y avait cette personnalité là qui allait vers des trucs hyper masculins, hyper volontaires, et ouais, des traits physiques différents que j'ai vraiment incarné notamment via la moto. Et à la fois, dans le travail du sexe, je suis allée aussi chercher les parts de ma féminité qui étaient plutôt ultra féminines,
et que j'ai toujours su exister et qui parfois me collait un peu trop à la peau. Enfin, je pense qu'il y a un peu ce truc de comme j'ai grandi avec cette intériorisation de l'image, de l'hyperféminité et du fait que être hyper féminine, ça peut t'ouvrir des portes dans certains endroits et que tu ne peux pas te détacher de cette étiquette-là et que cette étiquette-là, elle va te faire vivre des violences sexistes et sexuelles, qu'elle va te coller tout un tas de stéréotypes liés à la femme trop femme, quoi. Et ben, moi, ça a été aussi via ce travail-là que j'ai pu aller déconstruire ça et que j'ai pu aller m'en servir aussi. C'était hyper empouvoirant pour moi de me rendre compte que j'étais capable de jouer de cette féminité-là à des fins professionnelles, puisque ça a été vraiment mon travail pendant un moment. Et ça a été hyper utile parce que, encore une fois, enfin, je sais que il y a plein de collègues travailleuses du sexe qui ont des problèmes de santé mentale et des handicaps divers et variés parce que en fait c'est un taf où on est autonome et on choisit de travailler quand on a envie et que le rapport gain temps investi est quand même assez assez cool. Ce qui fait que moi ça me permettait vraiment de pouvoir prendre du temps pour moi, être à fond dans ma thérapie, de pas aller au-delà de mes capacités et de mes limites dans les périodes où j'étais en grosse déprime et que j'avais du mal à sortir et vraiment ça a été une période de ma vie où c'était important pour moi de passer par là. Ça m'a fait du bien, vraiment. Et je pense que du coup, aujourd'hui, il y a certaines parts de ma féminité desquelles je suis hyper sûre et hyper fière parce que je les ai incarnées dans ce travail-là et que je sais que c'est des... Maintenant, je les vois vraiment comme un rôle et comme quelque chose que je sais faire, que j'aime pratiquer ou que j'aime faire. À certains moments, j'aime jouer la femme forte, j'aime montrer que je suis sûre de moi, je sais que je plais à certains moments et à la fois je sais qu'il y a des moments où c'est pas le cas, c'est pas grave et je trouvais ça hyper c'est aujourd'hui quelque chose qui reste encore assez fort pour moi parce que je trouve que dans le processus de diagnostic quand moi je m'accepte pas, je peux avoir une image hyper dépréciée de moi-même où on peut se raconter tout un tas de trucs horribles. Je pense toutes les personnes qui à un moment donné ont une petite faille d'estime de soi savent très bien de quoi je parle. Moi, des êtres humains, quoi, voilà, de manière générale. Et moi, je me disais, en fait, tout à l'heure, quand tu parlais des populations queer et des neuroatypies, en fait, c'est pas non plus un hasard, je pense, que la population queer est en majorité neuroatypique. Ouais. Je pense que c'est pas un hasard. Après, je dirais pas m'aventurer sur essayer d'élaborer les corrélations parce que je pense que il y a trop de profils différents et trop de vécus différents. Mais en tout cas, oui, c'est clair que, moi, je sais que tous mes potes queer ont une petite neuroatypie, plus ou moins marquée, plus ou moins assumée. Et je pense que oui, il y a un truc de en fait c'est le soutien communautaire quoi, on se rassemble entre personnes qui fonctionnent pareil, on se comprend, ça fait du bien, on expérimente des trucs, des rôles, des genres, des façons de s'exprimer, des façons de fonctionner dans des espaces qui sont soutenants, qui sont non jugeants. Et ça fait du bien. Je sais que j'ai beaucoup de gratitude pour les personnes avec qui j'ai vécu, notamment quand j'étais à Brest à ce moment-là, qui étaient des personnes qui étaient engagées, qui avaient aussi des problèmes de santé mentale et qui avaient des questionnements qui sont pas tout à fait les mêmes que les miens, mais en tout cas le rapport à la féminité était aussi existant dans nos échanges et c'était trop bien en fait de pouvoir vivre la sororité et la delphité dans cet espace-là et le soutien et c'est pas grave si aujourd'hui tu vas pas bien, je suis là pour toi et inversement. Donc
c'est des trucs, je pense, qui sont un socle hyper fort, je trouve, de beaucoup d'espaces communautaires, que ce soit queer, que ce soit indie. Enfin, c'est aussi quelque chose que je retrouve dans des degrés différents quand on fait les cercles de parole, où en fait il y a un truc de ça fait du bien de pouvoir échanger avec les gens qui te ressemblent, quoi. Et aussi parce que parfois, moi c'est beaucoup mon cas vis-à-vis de mon diagnostic, en fait quand on est au tout début, c'est super d'entendre des gens te raconter leur parcours et leur vécu et te dire moi je vais à l'hôpital toutes les semaines là depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Je fais une TCD, une thérapie cognitive dialectique. Et je suis avec des gens qui ont le même diag que moi, à savoir un trouble de la personnalité borderline, sauf que comme c'est un trouble qui est comorbide avec plein d'autres, il y a aussi des gens qui ont la même triade que moi, le TDAH et le trouble bipolaire avec. Et c'est trop bien, j'ai discuté avec plein de personnes qui ont jusqu'à, je sais pas, 20 ou 30 ans de plus que moi et qui m'ont dit, mais moi, j'aurais adoré, en fait, au début, avoir quelqu'un avec qui échanger, qui me raconte son vécu. Donc, je trouve ça super qu'on puisse se raconter, comment on vit les choses. Et quand on a encore plus de croisements de vécus qui sont similaires, quand il se trouve que ces personnes sont aussi des femmes, et ben, on peut avoir des vécus de sexisme commun ou des vécus de, je sais pas, rapport à la famille et aux injonctions qui vont être communes. Ouais, enfin, je trouve ça... Moi, je crois que c'est un peu le truc qui me touche dans ces espaces-là de guérison et de lutte. C'est le soutien et l'entraide qui peut surgir en fait des témoignages et un truc de hyper tu sais, je te donne du soutien de façon inconditionnelle parce que ça me fait du bien de te raconter ce que j'ai vécu et je vois que ça te fait du bien aussi et c'est soutenant et porteur pour tout le monde de s'emmener vers le haut, quoi. Moi, je pense qu'il y a aussi un truc de, comme tu dis, ça surgit. C'est pas forcément l'objectif principal. Mais en fait, c'est en racontant des histoires où tu te reconnais, où tu te fais écho, et en fait, où tu dis, je suis pas seul, quoi. Et en effet, ça vient aussi du tabou et de fait de pas en parler qui est en train de changer par la création de ces espaces-là. Et heureusement, mais en fait, jusqu'à aujourd'hui, par rapport au handicap de manière générale, quand tu vas dans les films ou autres, en fait, c'est pas du tout empouvoirant, c'est pas du tout des discours qui te rassurent, où tu te dis je suis pareil, parce que c'est rare qu'ils racontent des choses où tu te reconnais, quoi, finalement. Donc, ces espaces-là sont importants. C'est pour ça que nous, on est fiers d'en créer un. Et de dire, ils peuvent, de toute façon, on arrive à la fin de ce hors-série, et moi, j'aimerais entamer un dernier sujet. C'est cette question de la pathologisation du handicap mental. Et notamment, tu parles du travail du sexe, on parle de féminité depuis tout à l'heure. Et je trouve que, justement, je parlais de cinéma, on est dans des stéréotypes avec le handicap mental et la femme, avec notamment le personnage d'un nymphomane ou de personnage. Et moi, je me posais la question, si toi, tu as vécu des situations où tu ressentais cette pathologisation parce que tu es femme et parce que tu es atteint de handicap mental. Alors, je pense que j'ai dû en vivre, ça c'est certain, mais plutôt avant ou en subir. Peut-être que c'est le meilleur mot parce que, en fait, si tu veux, quand j'ai commencé le TDS, j'avais pas de diag, même si j'avais intériorisé le fait que j'avais des troubles de santé mentale depuis un moment. Et une des raisons qui m'a poussée à exercer ce travail-là, c'est que, en fait, pendant un moment donné dans ma vie, je me suis rendu compte que j'avais un rapport pathologique, c'est peut-être pas forcément le bon mot, mais en tout cas à risque à ma sexualité et que ça rentrait directement dans
les symptômes de ce que je pouvais faire, où je pouvais me faire du mal en fait avec ma sexualité en allant rencontrer des personnes qui étaient pas du tout saines, ou parfois je me mettais en danger. Et donc la réflexion derrière, ça a été de mais en fait si ça devient mon travail, il y aura beaucoup plus de cadres et ce sera beaucoup plus sûr, quoi. Donc je pense que oui, j'ai subi ça avant d'avoir une réflexion dessus et de me dire là, en fait, vraiment, j'en suis arrivée au constat de la seule chose qui différencie la sexualité que j'ai en ce moment du travail du sexe, c'est que je ne suis pas payée. Donc, si tu veux, cette réflexion-là m'a amenée à me dire bon, en fait, il y a des choses qui vont pas, je me mets en danger, et je voyais bien aussi que j'avais un regard sur moi qui me poussait à aller vers quelque chose qui me plaisait pas, dont j'étais pas maîtresse, si tu veux. Alors qu'à partir du moment où ça a changé, je l'ai plus du tout subi et ça a été complètement moi qui étais en contrôle de toute cette situation. Donc, je dirais oui, ça a été le cas. Puis ça a été le cas beaucoup quand j'étais jeune adulte. Enfin, quand je suis arrivée en école d'ingénieur, je pense que j'avais l'impression que c'était présent tout le temps, en fait, mais parce que c'est aussi un cadre où, si tu veux, tout le monde est hyper jeune, il y a une sexualité qui peut être décomplexée, notamment dans les milieux associatifs, et une personne comme moi qui n'avait pas besoin de beaucoup dormir, qui était hyper impulsive, qui faisait plein de trucs tout le temps, si tu veux, en fait, pour moi, c'était hyper normalisé, voire valorisé, en fait, d'être dans ces comportements-là, jusqu'à ce que je me rende compte que ça me faisait pas du bien du tout. Et aujourd'hui, depuis que j'ai eu mon diagnostic, j'ai pas du tout eu l'impression de ressentir un stigma sur. Je vois très bien de quoi tu parles, hein, de la nymphomanie, etc. Je pense que ça peut être quelque chose une étiquette qui est toujours présente chez certaines femmes qui ont des troubles de l'humeur. Moi, je le vis moins parce qu'en fait, je crois que aussi il y a un truc de mon rapport à la féminité, il a changé, et que ce truc de cette étiquette de la nymphomane, il est aussi collé à une personne qui est dite hyper féminine. Et moi, je colle plus trop à ça en dehors du cadre de mon travail. Et comme dans mon travail, en fait, c'est moi qui choisis tout et je suis en contrôle de tout. J'ai plus trop ce truc-là. Mais par contre, je pense que c'est le fait d'avoir un peu intégré qu'on m'avait déjà collé cette étiquette par le passé et que je l'avais subie qui a aussi aidé à me dire, en fait, je peux y aller sans problème, je saurais le porter. Et un peu comme un retournement de stigmate, tu vois. En fait, j'étais là, ok, vous m'avez mis ce truc, je sais que je peux l'incarner, je sais que je peux décider quand est-ce que ça démarre et quand est-ce que ça s'arrête. Et par contre, quand ça s'arrête, ça s'arrête complètement. Et par contre, j'ai jamais vécu, je l'ai jamais subi en dehors de ce cadre-là. Oui, tu te l'as réapproprié comme tu t'es réapproprié des codes féministes. On peut dire que tu t'es réapproprié le code de la nymphomane, entre guillemets, quoi, pour faire des raccourcis qui sont, on sait, pas toujours très bien de faire des raccourcis. Non, mais c'est très bien. Enfin, pour moi, c'est vraiment c'est une super phrase qu'il faut se dire entre collègues putes, quoi. On s'est réapproprié le code de la nympho. C'est clair. Enfin, c'est évident. Et ça tombe bien, je pense que ça peut être une très bonne phase de fin pour ce hors-série Sarah Vargas. Faut le dire à toutes les collègues putes. Voilà, exactement. Je leur enverrai l'épisode. Mais merci Damien de m'avoir proposé de venir enregistrer ce podcast. Merci à toi de tous ces partages et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. En vous souhaitant une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt. Peut-être que vous allez retrouver Sarah Vargas ou pas, on ne sait pas. À bientôt. À bientôt.